Cette vidéo est faite pour les élèves qui sont prêts pour préparer le concours de la médecine. Donc se préparer au jour J, c'est-à-dire le jour du concours en médecine pour les SVT au Maroc. Je vous présente ici un résumé du cours de la première unité et un test comprenant un questionnaire de 40 questions notées pour que vous sachiez à la fin si vous êtes prêts ou pas encore. Ici on commence par le résumé du cours. Les voies métaboliques. Comme introduction, tout être vivant a besoin de l'énergie pour toutes ses activités, mentales, physiques ou physiologiques. Cette énergie est extraite de la matière organique consommée, telle le glucose, par deux voies métaboliques, la respiration cellulaire et la fermentation. La respiration cellulaire est une série de réactions d'oxydoréduction permettant une dégradation totale de la molécule de glucose pour donner 36 à 38 molécules d'ATP, 6 molécules d'eau et 6 molécules de CO2. Cette dégradation se réalise en 3 étapes. La première étape, qu'on appelle la glycolyse, se produit dans le cytoplasme. Le cytoplasme cellulaire on scinde dans la molécule de glucose C6 en deux molécules de pyruvate. On appelle aussi l'acide pyruvique, et 2 ATP et 2 NADH2, qui sont des transporteurs de protons réduits, qu'on note RH2 ou TH2. La deuxième étape, il se produit au niveau de la matrice de la mitochondrie. Chaque molécule d'acide pyruvique subit d'abord une oxydation, c'est-à-dire une décarboxylation, et une déshydrogénation pour donner une molécule d'acétyl C2 qui s'associe à un coenzyme A pour former l'acétyl-CoA, qui facilite l'association de l'acétyl, c'est-à-dire le C2, à une molécule d'acide oxaloacétique, C4, pour former une molécule d'acide citrique, C6. C'est cette dernière qui va subir une série de réactions d'oxydoréduction, telles les décarboxylations, déshydrogénation et une phosphorylation, appelée cycle de Krebs, dont les résultats sont 2 ATP, 8 NADH2, 2 FADH2, 6 molécules d'eau et 6 molécules de CO2. La troisième étape, elle se produit au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, qu'on appelle aussi les crêtes. Les transporteurs réduits NADH2 et FADH2 vont se réoxyder, c'est-à-dire NADH2 va donner NAD+, oxydé, et FADH2 va donner FAD oxydé, avec libération des protons. Grâce aux protéines membranaires, c'est-à-dire cette réoxydation se produit grâce aux protéines membranaires de la chaîne respiratoire pour que les réactions de la respiration recommencent. Cette étape est caractérisée par la libération de grandes quantités d'énergie d'ATP, libération de molécules d'eau et consommation de l'oxygène. La fermentation. C'est une série de réactions d'oxydoréduction aussi, permettant une dégradation incomplète de la molécule de glucose pour donner une faible quantité d'énergie, de ATP, et une substance organique, acide ou alcool. Cette dégradation se réalise en 2 étapes seulement. Les 2 étapes se déroulent toutes les deux dans le cytoplasme cellulaire. Commençons par la glycolyse, étape commune avec la respiration, dont résultent 2 ATP, 2 NADH2 et 2 acides pyruviques. Les 2 ATP sont bien sûr utilisés par la cellule et le NADH2 doit être réoxydé alors que l'acide pyruvique va être réduit. Donc la première étape c'était la glycolyse et se termine par la réoxydation des transporteurs réduits et réduction de l'acide pyruvique pour donner soit l'acide lactique dans le cas de la fermentation lactique, soit l'alcool éthylique dans le cas de la fermentation alcoolique. Si on commence ici par la fermentation alcoolique, le glucose va subir la glycolyse pour donner 2 acides pyruviques avec libération de NADH2 et de ATP. L'acide pyruvique va subir d'abord une décarboxylation, c'est-à-dire un enlèvement de CO2, pour avoir ce qu'on appelle un acétylaldéhyde. Ce dernier va être réduit par les protons pris de la NADH2 qui va être réoxydée pour donner l'éthanol. Par contre, dans le cas de la fermentation lactique, le glucose va subir
une glycolyse pour donner l'acide pyruvique, ce dernier va être réduit directement par le NADH2, c'est-à-dire les protons libérés par les NADH2 pour donner l'acide lactique. Le rôle du muscle dans la conversion de l'énergie. Les muscles squelettiques sont considérés comme les moteurs de l'organisme et sont à l'origine des mouvements des différentes parties du corps. Un sportif a besoin d'énergie sous forme d'ATP pour accomplir des mouvements. Cette énergie provient des métabolismes énergétiques qui libèrent l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Donc, au sein des cellules musculaires, il existe une conversion de l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique. Les mouvements sont des contractions musculaires, phénomènes mécaniques, dus à des excitations, phénomènes électriques, et est accompagné par des réactions chimiques, renouvellement de l'ATP qui sont des phénomènes chimiques, avec libération de chaleur qui sont des phénomènes thermiques. Donc la contraction musculaire est toujours accompagnée de certains phénomènes tels les phénomènes chimiques et les phénomènes thermiques. Pour comprendre la contraction musculaire et l'utilisation de l'ATP, on doit savoir quelle est la structure et l'infrastructure du muscle. La structure du muscle strié à différentes échelles. Le muscle squelettique strié est un muscle relié aux os du squelette par des tendons et déplace des parties du squelette et présente des bandes claires et foncées en alternance. Remarquez ici, on a ici un muscle et on a ici un faisceau de fibres d'après ce muscle qu'on a ici. Donc le muscle est constitué par un ensemble de faisceaux musculaires entourés d'une enveloppe conjonctive qui se rejoignent aux extrémités du muscle pour former ou pour constituer le tendon qui se fixe sur l'os. Chaque faisceau musculaire est constitué par un ensemble de fibres. Donc ça, c'est une fibre. De fibres musculaires longitudinales ou myocytes, cellules de forme cylindrique allongée présentant un aspect strié, striation transversale et longitudinale, dont le diamètre varie entre 10 à 200 micromètres, alors que sa longueur peut atteindre plusieurs centimètres. Chaque fibre musculaire comporte, c'est une cellule, bien sûr, donc il a plusieurs noyaux. Chaque fibre musculaire est enveloppée par une membrane cytoplasmique appelée sarcolembe. Son cytoplasme dit sarcoplasme contenant essentiellement des myofibrilles. Voilà ce qu'on appelle les myofibrilles. Des centaines de noyaux, des mitochondries, du glycogène, ainsi qu'un réticulum endoplasmique qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique, qui entoure les myofibrilles et qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Les myofibrilles organites cellulaires de 1 à 2 micromètres de diamètre, parallèles entre elles et avec l'axe longitudinal de la fibre musculaire, ce qui explique la striation longitudinale de la fibre musculaire et montre une alternance entre les bandes transversales claires, bande I, et des bandes transversales sombres, bande A. C'est ce qui explique la striation transversale de la fibre musculaire. Donc là, on a la striation longitudinale et là, on a la striation transversale. Le milieu de chaque bande sombre. Ça, c'est une bande sombre. Et là, c'est une bande claire. Bande sombre, bande claire. Donc, le milieu de chaque bande sombre montre une zone moins sombre. Voilà, une zone qui est moins sombre qu'on appelle la bande H. Au milieu de chaque bande claire, la bande claire, là voilà, on a une strie qu'on appelle la strie Z. La zone de la myofibrie comprise entre deux stries Z est appelée sarcomère. Chaque myofibrie est donc formée d'une succession de sarcomères. On dit que le sarcomère est l'unité structurale de la fibre musculaire. Donc pour comprendre comment se fait la contraction du muscle, on doit comprendre comment se fait la contraction au niveau du sarcomère. Chaque sarcomère, voilà, là on a un sarcomère. Chaque sarcomère est composé de microfilaments. Vous voyez, des microfilaments longitudinaux appelés myofilaments. De nature protéique, on distingue deux types de myofilaments. Les myofilaments épais en bleu, les myofilaments épais, on appelle la myosine, sont constitués d'une seule espèce de protéine qui est la myosine, formée d'une tige et de deux têtes
globulaire, chaque tête possède un site de liaison à l'actine et un site de fixation d'une molécule d'ATP. Il se localise tout au long de la bande sombre. Donc vous voyez ici la myosine se localise seulement au niveau de la bande sombre. Et bien sûr, on a ici comme sorte de tige, et là on a des petites têtes. C'est ça ce qu'on appelle la molécule de myosine. Les myofilaments fins ou myofilaments d'actine rattachés au strie Z. Donc la zone claire, là voilà, elle est formée principalement par de l'actine. Mais les zones où la bande sombre, elle est formée à la fois d'actine et de myosine. Donc rattachée au strie Z, formée de 3 types de protéines. C'est-à-dire le myofilament de l'actine est formé de 3 types de molécules de protéines, qui sont l'actine, la tropomyosine et la troponine. Les molécules d'actine possèdent des sites de liaison à la myosine qui, au repos, sont masqués par les molécules de tropomyosine. On les trouve dans la bande claire et aussi dans la bande sombre, mais hors de la zone H. C'est-à-dire on parle de l'actine. L'actine, elle est dans la bande claire, dans la bande sombre, mais pas dans la bande H. Le mécanisme de la contraction musculaire aux différentes échelles. La cellule musculaire est une structure spécialisée permettant son propre raccourcissement. La contraction musculaire se déroule en 4 phases. Voilà donc les 4 phases qu'on a ici. 1, 2, 3 et 4. La phase de repos se caractérise par ce qui suit. Les myofilaments fins sont séparés des myofilaments épais. Donc vous voyez ici, les myofilaments épais sont séparés des myofilaments fins. Les molécules de tropomyosine masquent les sites de liaison situés au niveau des molécules d'actine. Et les têtes de myosine sont perpendiculaires aux filaments d'actine. Vous voyez le filament d'actine et là on a les têtes de myosine. Elles sont perpendiculaires à l'actine, formant un angle de 45 degrés et chaque tête fixe une molécule d'ATP. La phase de liaison. Donc, arrivée d'un influx nerveux au réticulum sarcoplasmique entraîne la libération du calcium par ce réticulum, ce qui entraîne le démasquage des sites de liaison entre l'actine et la myosine. Donc, les têtes de myosine se lient aux molécules d'actine, ce qui entraîne la formation du complexe actomyosine. Avec ici la formation du complexe actomyosine. Donc, les têtes de myosine sont fixées sur l'actine. Phase de glissement. La formation du complexe actomyosine active l'hydrolyse des molécules d'ATP. C'est-à-dire les molécules d'ATP qu'on a ici vont s'hydrolyser, libérant ainsi de l'énergie qui va entraîner la déviation de la tête de myosine, ce qui va entraîner bien sûr l'actine. Donc la formation du complexe actomyosine active l'hydrolyse des molécules d'ATP. Une partie de l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP est utilisée par la tête de myosine qui pivote de 45 degrés vers le centre du sarcomère, entraînant le glissement des myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine. L'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP a été transformée donc en énergie mécanique. Une autre partie de l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP est dégagée sous forme de chaleur. Il s'agit de la chaleur de contraction qui fait partie de la chaleur initiale. La phase de séparation. Chaque tête de myosine fixe une nouvelle molécule. Vous voyez ici, chaque tête de myosine va fixer une nouvelle molécule d'ATP et se détache de l'actine et retrouve sa position perpendiculaire par rapport au myofilament fin. La liaison d'une molécule d'ATP sur la tête de myosine entraîne la dissociation de la liaison actine-myosine. Donc, en présence de l'ATP, se fait donc le détachement des molécules d'actine par rapport aux molécules de myosine. Si la stimulation nerveuse se maintient, une nouvelle contraction musculaire aura lieu. En cas d'arrêt de la stimulation nerveuse, les ions calcium retournent au réticulum sarcoplasmique et le muscle retrouve l'état de repos. Si le taux de calcium est encore au-dessus du seuil, le cycle reprend. Si le taux de calcium est retombé en dessous du seuil, la situation persiste. Le muscle se relâche. En absence d'ATP, le muscle reste en position 4, donc en position contractée. C'est cette situation qui est responsable de la rigidité cadavérique. C'est-à-dire à ce niveau-là, où il y a bien sûr
la liaison et la contraction musculaire, s'il n'y a pas d'ATP, c'est-à-dire remplacement ou fixation d'ATP à ce niveau-là, c'est-à-dire le muscle va rester sous cette forme-là. Et on parle de rigidité cadavérique. Les voies de régénération de l'ATP. Il y a 3 voies bien sûr. La voie rapide, c'est-à-dire appelée anaérobique alactique, puisqu'on parle ici de alactique, c'est-à-dire il n'y a pas la fermentation, c'est le système phosphagène. Les fibres musculaires possèdent une molécule exclusive appelée créatine phosphate, ou phosphocréatine ou phosphagène, près de 2 à 5 fois plus abondante que l'ATP, qui peut transférer son groupement phosphate, riche en énergie, à l'ADP, afin de former ainsi l'ATP et la créatine. Voilà, l'ADP plus le phosphocréatine va laisser son phosphate à l'ADP qui va devenir ATP et on va avoir ici la créatine. Donc ça c'est la première étape qui est plus ou moins rapide, en plus de que l'ADP plus ADP va donner aussi AMP plus ATP. Donc c'est ce qu'on appelle les voies rapides alactiques. Ensemble, la créatine phosphate et l'ATP constituent le système phosphagène et fournissent l'énergie nécessaire afin de maintenir une contraction musculaire maximale pendant près de 15 secondes, cas de sprint. La deuxième voie, qui est une voie moins rapide et qu'on appelle la voie anaérobique lactique ou système glycogène acide lactique. Donc puisqu'on parle ici de l'acide lactique, donc c'est la fermentation lactique. Quand l'activité musculaire continue et que la réserve de créatine phosphate est épuisée, le glucose produit de l'ATP par catabolisme. Il s'agit de la fermentation lactique qui produit l'acide lactique à partir. Le glycogène va donner du glucose. Le glucose va subir la glycolyse pour donner l'acide pyruvique. Et l'acide pyruvique, grâce à la fermentation lactique, va donner l'acide lactique. Cette voie anaérobique produit de l'ATP plus rapidement que la respiration. Elle permet de soutenir des efforts plus intenses et brefs, près de 30 à 40 secondes d'activité musculaire maximale, notamment dans le cas d'une course de 300 mètres. Donc le glycogène va donner le glucose pour donner l'acide pyruvique, pour donner l'acide lactique, en fournissant bien sûr de l'ATP utilisé par le muscle. La voie lente, voie aérobique ou la respiration. C'est le processus de la respiration cellulaire ou oxydation biologique complet du glucose en substance minérale. C'est le processus de la respiration cellulaire ou oxydation biologique complète du glucose en substance minérale CO2 et H2O qui vont bien sûr être rejetés avec un rendement énergétique important, 36 ou 38 ATP, et libération de l'énergie thermique qui est la chaleur retardée. Plus lente que la glycolyse, la respiration produit beaucoup plus d'énergie, correspondant à plus de 90% de l'ATP nécessaire pour une activité de longue durée, telle un marathon. La voie aérobique assure durablement la production d'ATP, c'est la voie la plus efficace pour la régénération de l'ATP. Donc, le glucose qu'on a ici, bien sûr, va être utilisé par la mitochondrie, c'est-à-dire utilisé par la glycolyse pour donner l'acide pyruvique. Ce dernier va être utilisé par la mitochondrie, ou bien sûr va subir une dégradation totale avec libération d'un maximum d'énergie sous forme d'ATP pour être utilisé par la fibre musculaire, pour sa contraction bien sûr. Et ça, on commence les exercices. On commence par une partie de restitution des connaissances avant de passer au QCM. On vous demande ici d'indiquer devant chacune des propositions suivantes vrai ou faux. Donc prenez une feuille et essayez d'indiquer le numéro et si cette phrase elle est vraie ou faux. Indiquez V si elle est vraie, indiquez faux si elle est fausse. Et après on va voir la correction. Dans la matrice, l'oxydation de NADH2 se fait par l'intervention des déshydrogénases. Dans l'hyaloplasme, la fermentation alcoolique produit un résidu organique et libère le CO2. Dans la mitochondrie, l'acide pyruvique se transforme en acétyl-CoA. Les réactions de la fermentation éthylique se déroulent dans la matrice mitochondriale en absence de dioxygène. La glycolyse se déroule dans l'hyaloplasme. Le dioxygène est consommé durant le cycle de Krebs.
Chaque oxydation de NADH2 permet la formation de 4 ATP durant la phosphorylation oxydative. FADH2 sont des transporteurs d'électrons. FADH2 sont des transporteurs d'électrons uniquement. Au niveau de la mitochondrie, l'acide pyruvique est réduit en acide lactique. Durant la fermentation alcoolique, une substance acide est libérée. La fermentation lactique se déroule entièrement au niveau du hialoplasme. Le bilan énergétique de la respiration dépasse les 30 ATP. La glycolyse est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Toutes les réactions métaboliques au niveau de l'hialoplasme sont anaérobiques. Donc, comme réponse, seulement les propositions 2, 3, 5, 12 et 13 sont vraies. Les autres sont faux. Dans la matrice, l'oxydation de NADH2 se fait par l'intervention des déshydrogénases. Il n'y a pas une oxydation. C'est-à-dire l'oxydation de NADH2 se fait au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et non pas au niveau de la matrice. Les réactions de la fermentation éthylique se déroulent dans la matrice mitochondriale et se déroulent au niveau du cytoplasme en absence de la mitochondrie. Le dioxygène est consommé durant le cycle de Krebs. Maintenant, il est pris en charge à la fin de la chaîne respiratoire. Chaque oxydation de NADH2 permet la libération de 3 ATP seulement. FADH2 sont des transporteurs d'électrons et de protons. Au niveau de la mitochondrie, l'acide pyruvique est réduit en acide lactique, donc pas au niveau de la mitochondrie, mais au niveau du cytoplasme. Durant la fermentation alcoolique, une substance acide est libérée. Alcoolique, libération d'un alcool, non pas d'un acide. La fermentation lactique se déroule entièrement au niveau du hialoplasme. La fermentation lactique se déroule entièrement au niveau du hialoplasme. C'est vrai. Toutes les réactions métaboliques au niveau du hialoplasme sont anaérobiques. C'est vrai. Indiquez devant chacune des propositions suivantes vrai ou faux. Comme tout à l'heure. Maintenant concernant le muscle. Donc lisez les propositions. Essayez d'écrire devant chaque numéro vrai ou faux. Bon, si on répond. Donc les questions ou les propositions 1, 3, 10, 7 et 9 sont justes. Alors, durant la contraction musculaire, les ponts d'union de la myosine tirent sur les filaments fins et les forcent à glisser à l'extérieur vers la zone Z et les tirent à glisser vers l'intérieur, vers la zone H. Les ions calcium libérés du réticulum sarcoplasmique se combinent avec la tropomyosine dont ils modifient la forme. Ils se combinent avec la troponine. Les fibres musculaires possèdent une molécule exclusive appelée créatine phosphate qui peut transférer son groupement phosphate riche en énergie à l'ATP afin de former ainsi l'ADP et la créatine. Mais non, c'est le contraire, c'est-à-dire il se fixe sur l'ADP pour donner l'ATP. Une seule molécule d'ATP est utilisée au cours d'une succession cyclique d'étapes conduisant au pivotement de la tête de l'actine fixée sur la myosine. Une seule molécule d'ATP est utilisée au cours d'une succession cyclique d'étapes conduisant au pivotement de la tête de l'actine dans la tête de la myosine, non pas de l'actine. Les bandes claires et les bandes sombres forment de la striation transversale, non pas longitudinale. Le muscle squelettique est un muscle lisse, non, c'est un muscle strié. Les muscles lisses, tels les muscles de l'intestin, par exemple. Classez selon l'ordre chronologique les événements suivants. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 propositions que vous devez classer dans l'ordre chronologique. Donc lisez bien les données. Essayez de les classer chronologiquement. Pour vous aider, remarquez ici, au niveau de la membrane interne, au niveau du hialoplasme, matrice.
Là, on a les sphères, bien sûr, c'est au niveau de la membrane. Là, on a la matrice comme dans ce cas-là. Formation potentielle de protons au niveau, bien sûr, de la membrane. Donc, transport des électrons, c'est toujours au niveau de la membrane. Réduction des transporteurs au niveau de l'hyaloplasme. Et le pompage vers l'espace, donc au niveau de la membrane. Donc, vous voyez ici, on peut séparer les étapes d'après leur milieu, soit l'hyaloplasme, la matrice et les membranes. Donc, on va bien sûr, les premières étapes sont ceux qui se produisent au niveau du hyaloplasme, suivies par celles qui se produisent au niveau de la matrice, et en dernier lieu, par celles qui se produisent au niveau de la membrane interne. Comme réponse, H, B, E, C, A, I, F, G, D. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réduction de transporteurs au niveau du hyaloplasme grâce à la glycolyse, production de l'acide pyruvique issu de la glycolyse au niveau de l'hyaloplasme, formation de l'acétyl-CoA donc au niveau de la matrice, réduction des transporteurs au niveau de la matrice mitochondriale, oxydation des transporteurs bien sûr au niveau de la membrane interne, pompage des protons bien sûr au niveau de l'espace intermembranaire, au niveau de la membrane bien sûr, pompage des protons H+, vers l'espace intermembranaire au niveau de la membrane, ce qui entraîne la formation des potentiels de protons. Ceci va bien sûr aider au transport des électrons dans la chaîne respiratoire, et en fin de lieu, flux de protons à travers les sphères pédonculées, c'est-à-dire vers la matrice, pour former l'ATP. Relier chaque processus à la voie de régénération d'ATP correspondante. Relier les voies métaboliques aux réactions chimiques qui lui correspondent. Et là, vous avez relié chaque processus à la voie de régénération d'ATP correspondante. Donc on vous demande de relier les voies métaboliques aux réactions correspondantes. Par exemple, la fermentation alcoolique, numéro 1, quel est le numéro qui va lui correspondre? A, B, C, D. De même pour celui-là, la respiration, numéro 1, à quelle lettre il va correspondre? A, B, C ou D. Alors, comme réponse, la fermentation alcoolique, C6H12O6 plus 2ADP plus 2PI va donner 2CH3 CH2OH plus 2 ATP. C'est-à-dire, va donner 2 ATP plus 2 molécules d'alcool, éthanol. La respiration cellulaire, celle qui est en vert, le glucose en présence d'oxygène et 38 ADP plus 38 PI va donner 6 CO2, 6 H2O et 38 ATP. La glycolyse en bleu, C6H12 bien sûr va donner 2 molécules d'acide pyruvique plus 2 ATP. C'est le contraire. La glycolyse, c'est celle-ci, c'est D. Donc la fermentation alcoolique, là voilà. La respiration, la glycolyse, là voilà. Et la fermentation lactique, là voilà. Donc c'est ça la réponse juste. Donc on doit modifier ces deux-là, D ici et B ici. Pour le deuxième cas, relier chaque processus à la voie de régénération de l'ATP. C'est-à-dire la respiration, une voie rapide de régénération d'ATP, ou une voie anaérobique, ou une voie anaérobique lactique, ou une voie lente. Donc la respiration, c'est une voie lente. La réaction de fermentation, c'est la fermentation anaérobique lactique. La phosphocréatine, elle aussi, c'est une voie qui est rapide, mais elle est alactique. Alors que la phosphorylation des ADP, c'est une voie rapide de régénération d'ATP, là voilà. Donc comme réponse, voilà. Alors si vous êtes prêts maintenant, on va passer au QCM. On vous présente ici un QCM noté de 40 questions. Pour chaque question ou proposition, il n'y a qu'une seule réponse juste. Remarque, vous prenez une feuille et un stylo.
vous y notez le numéro de la question, proposition, ainsi que votre réponse. Et à la fin, vous pourrez déterminer votre note ainsi que l'appréciation. On vous souhaite bonne chance. Sachez que vous avez presque 1 minute pour chaque proposition ou chaque question. La respiration cellulaire est principalement oxydative, catabolique, réductrice, A et B, ou A et B et C. Donc un stylo, une feuille, et essayez de répondre. A correspond à laquelle les 5 propositions. Bon, je vais arrêter le compteur pour vous présenter cette idée. La respiration cellulaire est une série de réactions d'oxydoréduction oxydo-oxydative, réduction réductrice, au cours de laquelle il y a une dégradation, c'est-à-dire catabolisme. Donc la réponse juste est A, B et C. Quel est le bilan énergétique net de la glycolyse? A. 4 ATP 2 NADH2, B. 4 ATP 1 NADH2, 2 ATP 2 NADH2, 2 ATP 4 NADH2, aucune de ces réponses. Les produits de la glycolyse, on sait que il y a 2 ATP, 2 NADH2 et 2 pyruvate. Donc d'après les propositions fournies ici, la réponse qui est juste est 2 ATP, 2 NAD+. Laquelle des étapes suivantes se fait dans la mitochondrie? La fermentation, le cycle de Krebs, la glycolyse, l'activation du glucose, toutes ces étapes se passent dans la mitochondrie. Au cours de la respiration cellulaire, dans la mitochondrie se déroule dans la matrice une réaction de transition de l'acide pyruvique en acétyl-CoA. Dans la matrice, les réactions du cycle de Krebs, et au niveau de la membrane interne, il y a réaction de la phosphorylation oxydative. Or, on demande ici laquelle des étapes suivantes se fait dans la mitochondrie. Il n'y a ni fermentation, ni glycolyse, ni activation du glucose, ni la proposition E. Donc, bien sûr, c'est le cycle de Krebs. Le principal acteur ou le principal accepteur d'électrons dans la respiration cellulaire est le. On parle de l'accepteur d'électrons. Alors, remarquez ici, le NADH2 ou FADH2 qu'on a ici, bien sûr, vont être réoxydés pour redevenir FAD ou NAD+, en libérant les protons dans la matrice, dans l'espace intermembranaire et les électrons au niveau des protéines membranaires. Donc, l'accepteur des électrons ne sont pas ni NAD, ni NAD+, ni NADH2, ni FAD, ni FADH2. Donc, bien sûr, ce sont les cytochromes. Quel est le bilan net du cycle de Krebs à partir d'une molécule de glucose? Rappelez-vous, le cycle de Krebs
Alors, voilà le cycle de Krebs. Et on commence ici par l'acétyl-CoA. Or, on demande ici à partir d'une molécule de glucose. On sait que la molécule de glucose va être dégradée par la glycolyse pour donner deux acides pyruviques. Et chaque acide pyruvique va donner un acétyl-CoA, puis cette suite de réactions. On ne parle pas de la phase de transition, seulement au niveau du cycle de Krebs. Donc on a NADH2, 1, 2, 3 fois 2, ça veut dire 6, 2 FADH2 et 2 ATP. Donc c'est la première proposition. Comment l'énergie est-elle extraite de NADH+? Est-ce par le cycle de Krebs, par l'oxydoréduction de la chaîne de transport d'électrons? Le NADH est la source d'énergie directe de la cellule, par conversion directe en ATP, par une réaction de combustion. Alors remarquez ici, comment l'énergie est-elle extraite de NADH2? Le NADH2 va être réduit, libérant ainsi ses protons et ses électrons. Le passage d'électrons d'un accepteur vers un autre donne de l'énergie qui est utilisée par le pompage du proton vers l'espace intermembranaire, ce qui va augmenter la concentration des protons au niveau de l'espace intermembranaire, et le retour vers la normale se fait bien sûr par les sphères pédonculées, pour donner ainsi de l'ATP. Donc, comment l'énergie est-elle extraite du NADH+, c'est grâce bien sûr à l'oxydoréduction de la chaîne de transport d'électrons. Quelle est la voie métabolique retrouvée à la fois dans la respiration aérobie et la fermentation alcoolique? La respiration cellulaire et fermentation commencent toujours par la dégradation de la molécule de glucose, C6, en deux molécules d'acide pyruvique C3, appelées glycolyse. On a vu dans le résumé que la glycolyse est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Donc c'est la glycolyse. À quoi servent les oxydations successives de la chaîne de transport d'électrons? À générer de l'ATP par phosphorylation au niveau des substrats, à chauffer la cellule, à pomper des électrons vers l'espace intermembranaire, à pomper des protons vers la matrice, à pomper des protons vers l'espace intermembranaire. Les transporteurs d'hydrogène réduits cèdent leurs électrons aux transporteurs d'électrons de la chaîne respiratoire. Ce transport ou ce transfert d'électrons s'accompagne d'une libération d'énergie qui est utilisée pour pomper des protons de la matrice vers le compartiment intermembranaire. Ceci produit un gradient de concentration de protons et une différence de potentiel entre les deux faces de la membrane interne, qui sont maintenues par la grande imperméabilité de la membrane aux ions et qui constitue la force motrice protonique. Donc, d'après cette information, la réponse qui existe, c'est bien sûr pomper les protons vers l'espace intermembranaire. Quelle est la source d'énergie qui alimente directement la synthèse d'ATP lors de la phosphorylation oxydative? Un gradient électrochimique de protons vers l'espace intermembranaire, l'oxydoréduction successive des cytochromes, le passage des électrons à l'oxygène,
le passage du phosphate d'intermédiaire phosphorylé vers l'ADP ou un gradient électrochimique de protons vers la matrice. Selon la théorie chimio-osmotique de Mitchell, 1961, le couplage, transfert d'électrons-phosphorylation, se fait par l'intermédiaire de la force motrice protonique. Le complexe ATP synthase couple le flux de protons qui descend le gradient de concentration à la phosphorylation de l'ATP, c'est-à-dire le passage des protons qu'on a ici, le flux de ces protons par l'ATP synthase ou la sphère pédonculée va être couplé par la synthèse de l'ATP à partir de l'ATP plus PI. Le complexe F0 de l'ATP synthase constitue un tunnel qui est la seule voie de passage des protons vers la matrice. Les protons ainsi éjectés par la force motrice protonique entraîneraient la synthèse de l'ATP par la composante catalytique de l'ATP synthase, le complexe F1. Vous voyez ici que la sphère pédonculée est formée de deux parties, F0 et F1. F0 constitue le tunnel, c'est-à-dire qui permet le passage des protons à travers la membrane. Par contre, le F1, c'est le catalyseur, c'est-à-dire qui va entraîner la formation ou l'utilisation de l'énergie fournie pour former l'ATP. Donc le processus serait le suivant. En présence d'ADP plus PI, ce dernier catalyse spontanément la synthèse d'ATP qui reste fermement fixée au site catalytique. L'éjection des protons aurait pour effet de forcer l'ATP à se détacher du site, le laissant libre pour la synthèse de nouvelles molécules d'ATP. Donc, la réponse juste à cette question, c'est bien sûr E. Comment le gradient électrochimique est-il transformé en ATP? Par une réaction entre l'hydrogène et l'ATP, par activation d'une enzyme active au pH faible, par une réaction avec l'oxygène, à l'aide d'une ATPase qui synthétise l'ATP à l'aide du gradient, où toutes les réponses sont justes. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il faut bien sûr qu'il y ait la sphère pédonculée. Donc c'est toujours l'idée qu'on a ici. La sphère pédonculée, c'est à ce niveau-là que se forme bien sûr la formation de l'ATP, et ce qu'on appelle l'ATP synthase. Donc la réponse juste, c'est D. Chez les eucaryotes, le cycle de Krebs a lieu dans la matrice mitochondriale, l'espace intermembranaire de la mitochondrie, le systole, la membrane plasmique, le cytosol ou la membrane plasmique, la membrane interne de la mitochondrie, le cytoplasme cellulaire. Chez les eucaryotes, le cycle de Krebs, bien sûr, va se faire au niveau de la matrice de la mitochondrie. La glycolyse est une étape commune de la fermentation-respiration, spécifique à la respiration, spécifique à la fermentation alcoolique ou à la fermentation lactique, E, B et D uniquement. Spécifique à la respiration, spécifique à la fermentation lactique. Donc la réponse qui va être juste, c'est A. Quel est l'accepteur final d'électrons dans la phosphorylation oxydative? Donc, d'après ce schéma, vous pouvez bien sûr deviner quel est l'accepteur final des électrons dans la phosphorylation oxydative qui se produit au niveau de la membrane interne de la mitochondrie.
Donc l'accepteur final, les électrons sont acceptés par l'oxygène et les protons pour donner bien sûr la molécule d'eau. Donc comme réponse, c'est l'oxygène. Les réactions du cycle de Krebs ne produisent pas d'énergie, libèrent le dioxyde de carbone, se déroulent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, sont communes entre la respiration et la fermentation, nécessitent la présence de l'oxygène. Alors, remarquez le cycle de Krebs. Comme énergie, on a ici l'ATP. Se déroule au niveau de la membrane interne, mais non, se déroule au niveau de la matrice. Donc, commune entre la respiration et la fermentation, non. Elle se produit seulement à la respiration au niveau de la mitochondrie. Nécessite la présence d'oxygène et se produit bien sûr en absence de l'oxygène. Mais il y a libération de CO2. Donc, comme réponse juste, libération du dioxyde de carbone. Lors de la chaîne de transport d'électrons, nous observons une diminution du pH de la matrice, une diminution du pH de l'espace intermembranaire, des ions H+ sont pompés vers la matrice, aucune de ces réponses, toutes ces réponses. Donc, au cours de la chaîne respiratoire, c'est-à-dire le transfert des électrons au niveau de la membrane interne, oui, bien sûr, il y a passage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc, le pH va être supérieur à ce niveau-là et inférieur à ce niveau-là. Donc, lors de la chaîne de transport d'électrons, nous observons une diminution des pH dans l'espace intermembranaire. La transformation d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique au niveau du hyaloplasme s'accompagne d'une. Alors, la transformation d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique au niveau du hyaloplasme s'accompagne d'une. Ça nous rappelle bien sûr la glycolyse. La glycolyse, puisqu'il y a formation de deux molécules d'acide pyruvique, il va y avoir formation de 2 ATP et de NADH2. Ça veut dire que le NADH2 va être réduit. Donc réduction de NADH2 et production de 2 ATP. C'est ça la réponse juste. Et non pas celle-ci. Quelle étape métabolique produit le plus d'ATP? Est-ce la glycolyse, la phosphorylation au niveau du substrat, la déphosphorylation du fructose 1,6-phosphate, la phosphorylation oxydative ou le cycle de Krebs? Alors, si on cherche l'étape la plus importante dans la fourniture des molécules d'ATP, la glycolyse en fournit seulement 2. La phosphorylation au niveau du substrat, bien sûr, on va avoir un seul ATP. La déphosphorylation n'intervient pas. La phosphorylation oxydative au niveau de la membrane et le cycle du Krebs. Le cycle de Krebs, un seul cycle ne fournit qu'une seule molécule d'ATP. Donc c'est la réponse numéro D. Combien d'ATP seront produits à partir d'une seule molécule de pyruvate donnée à une cellule eucaryote? C'est-à-dire une seule molécule est donnée à une cellule eucaryote. Combien d'ATP vont être produites?
Alors, une seule molécule d'acide pyruvique. Acide pyruvique est donné à cette cellule. Donc, on va voir ici la formation de NADH2. Là aussi, NADH2, 2, 3 et 4. 4 NADH2. Puisqu'on a une molécule d'acide pyruvique, donc on a ici 4. 4 fois 3, 12. Plus 2 ATP fournis par une seule FAD, ça veut dire 14. Plus une ATP qu'on a ici, ça veut dire 15. Donc la réponse ici, c'est 15. Au niveau de la membrane interne mitochondriale, se produit l'oxydation de NAD+, NADH2 et la synthèse d'ATP, l'oxydation de NADH2 et l'hydrolyse d'ATP, la réduction de NADH2 et la synthèse d'ATP, la réduction de NADH2 et hydrolyse de l'ATP, l'oxydoréduction de FADH2 et libération, l'oxydation de FADH2 et libération d'énergie. Donc on sait qu'au niveau de la membrane interne, on a les NADH2 vont donner les NAD et les FADH2 vont donner les FAD. Donc il va y avoir une réoxydation des transporteurs réduits. Donc ici on va avoir oxydation de NADH2 et synthèse d'ATP, hydrolyse non, réduction non, non, donc c'est A. Lors de la glycolyse, on a production de l'acide pyruvique plus CO2 plus ATP, acide pyruvique plus ATP plus NADH2, l'acide lactique CO2 plus ATP, l'acide lactique plus ATP plus NADH2, l'acide pyruvique plus ATP plus FAD. Donc maintenant, tout le monde sait que la glycolyse donne 2 ATP, 2 acides pyruviques et 2 NADH2. Donc l'acide pyruvique, l'ATP et les NADH2. Donc la réponse c'est B. Parmi les caractéristiques structurales de la fibre musculaire striée du muscle squelettique, on cite la présence de plusieurs noyaux, l'existence des ponts transversaux, l'absence des mitochondries, l'alternance des bandes I et des bandes Z, pas de réponse juste. Donc, parmi les caractéristiques structurales, la fibre musculaire est caractérisée par la présence de plusieurs noyaux, présence de mitochondries, alternance non pas des bandes I et Z, mais bandes I et A. Donc la réponse juste c'est A. Un sarcomère comprend une bande claire et une bande sombre, une bande sombre et deux bandes claires, une bande claire et deux demi-bandes sombres, une bande sombre et deux demi-bandes claires, une demi-bande sombre et une demi-bande claire. Alors, vous avez ici un sarcomère, les stries Z, les voilà, la bande sombre et la bande claire. Donc, un sarcomère comprend une bande sombre et deux demi-bandes claires. Une bande sombre et deux demi-bandes. Voilà. Donc, c'est D. Le raccourcissement d'un sarcomère au cours de la contraction résulte du raccourcissement des filaments d'actine
raccourcissement des filaments de myosine, glissement des filaments d'actine le long des filaments de myosine, glissement des filaments de myosine le long des filaments d'actine, ou raccourcissement à la fois des filaments de myosine et d'actine. Alors pour vous aider, remarquez ici, on a un sarcomère au repos, et là on a un sarcomère contracté. Si on fait la comparaison, bien sûr, on peut constater que la différence ou le raccourcissement d'un sarcomère résulte du raccourcissement de quel filament? Non pas les filaments d'actine et de myosine, parce que ce sont des molécules et ne peuvent pas changer de forme ou de longueur. Mais bien sûr, il va y avoir un glissement. Mais glissement de quoi? Donc glissement des l'actine vis-à-vis de la myosine. Donc glissement des filaments d'actine le long des filaments de myosine. Au cours de l'activité musculaire, la régénération alactique se fait par la phosphocréatine, la glucogénolyse au niveau du muscle, le processus de la respiration aérobie, le transfert du groupement P d'une molécule d'AMP sur une autre, ou le processus de la fermentation. Puisqu'ici on parle de régénération alactique. Donc la régénération alactique, bien sûr c'est une régénération qui est rapide. Nous ne demandons pas la fermentation lactique, mais bien sûr la phosphocréatine. La contraction musculaire se produit en absence de l'ATP et de l'oxygène, nécessite toujours la présence des ions calcium et de l'ATP, se produit en absence des ions calcium et de l'ATP, se produit en absence des ions calcium et de l'oxygène, se produit en présence de l'ATP seulement. Donc pour qu'il y ait contraction musculaire, on a vu bien sûr qu'il faut qu'il y ait du calcium. Donc pour qu'il y ait contraction musculaire, il faut qu'il y ait du calcium et bien sûr de l'ATP. Donc se produit en absence de l'ATP et d'oxygène, faux. Nécessite toujours la présence des ions calcium et de l'ATP, juste. Se produit en absence des ions, c'est faux. Se produit en absence des ions calcium, c'est faux. Se produit en présence d'ATP seulement, c'est faux. Donc la réponse c'est B. Les filaments fins de la myofibrille sont formés de actine, myosine, troponine, actine, myosine, tropomyosine, actine, troponine, tropomyosine, myosine, troponine et tropomyosine, la myosine, dopamine et la trypanosine. Donc on sait que les filaments sont de deux types, filaments fins et filaments épais. Les filaments épais en bleu, ce sont les filaments de myosine, les voilà. Ils sont formés seulement que de myosine, qui est formée d'une tige et de deux têtes. Par contre, les filaments fins qu'on a ici sont formés d'actine, des filaments d'actine. Et le filament d'actine est formé de trois molécules, c'est-à-dire de trois protéines, qui sont l'actine, la tropomyosine et la troponine. Donc la réponse juste, c'est l'actine, troponine et la tropomyosine. Durant la phosphorylation oxydative, on aura l'hydrolyse de l'ATP, le transfert des électrons avec l'oxydation d'oxygène, le pompage des protons vers la matrice par les protéines transmembranaires,
le pompage des protons vers la matrice par les protéines transmembranaires A, B et C. Alors, durant la phosphorylation oxydative, bien sûr, on va avoir formation d'ATP, non pas hydrolyse, le transfert des électrons avec l'oxydation d'oxygène. On va avoir le pompage des protons vers la matrice par les protéines transmembranaires, le pompage de protons vers la matrice, donc c'est l'inverse, c'est-à-dire vers l'espace intermembranaire par les protéines transmembranaires ou ABC. Donc la réponse juste, c'est... Oh non, A, B et C. En réponse à une excitation, les bandes I, disque clair, diminuent de longueur, les bandes A, disque sombre, ne changent pas de dimension, la zone H tend à disparaître. D, A et B, C, A, B et C. Donc en réponse à une excitation, il va y avoir contraction. Et la contraction, vous savez bien sûr comment ça se produit. Alors au niveau du sarcomère, que se passe-t-il? Alors, les bandes I disque clair diminuent, non. Les bandes A disque sombre ne changent pas de dimension, oh oui. La zone H tend à disparaître. Les bandes I disque clair, remarquez ici. Les disques clairs, le voilà. Vous voyez, il va diminuer. Donc, diminuer de longueur. Les bandes A disque sombre ne changent pas. Les disques sombres ne changent pas. Elles restent la même. La zone H tend à disparaître. Donc on a A, B et C. Lors de la contraction musculaire, on assiste à un raccourcissement des bandes sombres sans changement de la longueur des bandes claires, raccourcissement des bandes claires avec changement de la longueur des bandes sombres, rapprochement des deux stries Z avec raccourcissement de la zone H du sarcomère, raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur de la zone H du sarcomère. Pas de réponse juste. Alors, lors de la contraction musculaire, raccourcissement des bandes sombres, il n'y a pas de raccourcissement de bandes sombres. Raccourcissement des bandes claires avec changement de la longueur, il n'y a pas de changement. Rapprochement des deux stries Z avec raccourcissement de la zone H. Ça, c'est vrai. Raccourcissement des bandes claires sans changement de la longueur de la zone H. La zone H, elle aussi se modifie. Pas de réponse juste, mais on a ici la réponse C. À propos du sarcomère, il est limité par deux stries Z. Au niveau de la bande A, on n'observe que des filaments fins. Il comporte une demi-bande A et une bande I et une demi-bande A. La strie Z est constituée de filaments d'actine et myosine. La bande A ne comporte que des filaments de myosine. Alors remarquez ici, le sarcomère il est limité par deux stries Z. On a ici une réponse juste. Au niveau de la bande A, on n'observe que des filaments fins. La bande A, c'est la bande sombre. On observe à la fois la myosine et l'actine. Il comporte une demi-bande A,
c'est-à-dire une bande, une demi-bande, A, c'est-à-dire sombre. Non, c'est faux. La strie Z est constituée de filaments d'actine et myosine, non seulement d'actine. La bande A ne comporte que des filaments de myosine, mais non, elle comporte aussi de l'actine. Donc la réponse ici, c'est grand A. Concernant les tissus musculaires, les cellules musculaires lisses possèdent un noyau central et sont à contraction volontaire. Les myofilaments épais des cellules musculaires striées sont composés d'actine. La bande I est faite de filaments fins et la bande A comporte des filaments fins et des filaments épais. Les cellules musculaires striées sont plurinucléées, possédant des mitochondries et de l'amidon. Le muscle cardiaque est un muscle squelettique. Alors, le muscle cardiaque n'est pas un muscle squelettique, c'est-à-dire il n'est pas lié au squelette. Les cellules musculaires striées sont plurinucléées, c'est juste, possédant des mitochondries, c'est juste, et de l'amidon, c'est faux. On a ici le glycogène au lieu de l'amidon. Donc, comme réponse, il est fausse. La bande I est faite de filaments fins, c'est vrai, et la bande A comporte des filaments fins et des filaments épais, c'est juste. Les biofilaments épais des cellules musculaires striées sont composés d'actine, mais non, sont composés de myosine. Et les cellules musculaires lisses possèdent un noyau central et sont à contraction volontaire. Non, comme toutes les cellules musculaires, ils sont plurinucléés et n'ont pas un seul noyau. Donc, comme réponse juste, on a ici C. Le rendement énergétique de la respiration exprime la quantité globale d'énergie latente du glucose, le nombre de molécules d'ATP synthétisées à partir de l'oxydation du glucose, le pourcentage d'énergie extrait sous forme d'ATP, le rapport à l'énergie globale latente du glucose, le pourcentage d'énergie extrait de l'oxydation du glucose sous forme de chaleur. Puisqu'on parle de rendement énergétique. Le rendement énergétique est le rapport de la quantité d'énergie utile sur celle consommée et détermine l'efficacité de la voie métabolique utilisée. Donc d'après ces propositions, ce qu'on a comme rapport, le voilà, D, rapport à l'énergie globale latente du glucose. Donc on peut supposer que la réponse juste est D. La voie de la phosphocréatine. ATP instantanément disponible permet un effort immédiat, production d'ATP importante et durable, nécessite un temps d'adaptation des systèmes cardiaques et ventilatoires, permet une intervention limitée aux premières dizaines de secondes d'un effort physique. Les réponses A et D. Alors, on a vu que la voie de la phosphocréatine, c'est une voie qui est rapide. Donc, elle permet un effort immédiat. Production d'ATP importante, non. Donc, il y a une faible quantité d'énergie qui est produite. Nécessite un temps d'adaptation, non. Permet une intervention limitée aux premières dizaines de secondes. Donc, elle est rapide. Donc, il peut y avoir A et D. Donc, A et D, c'est E comme réponse. Les myofilaments de myosine constituent les bandes claires du sarcomère, les bandes sombres des sarcomères, les bandes sombres et une partie des bandes claires, bandes claires et une partie des bandes sombres. Aucune des réponses n'est juste. Myofilaments de myosine. Donc, comme réponse juste, c'est la bande sombre du sarcomère.
Quel est le processus métabolique qui fournit de l'énergie pour la contraction musculaire? Est-ce la glycolyse aérobie, la respiration cellulaire, la voie anaérobique alcoolique, la voie aérobie lactique? Pas de réponse juste. Donc, le processus métabolique qui fournit de l'énergie pour la contraction musculaire, si on voit ici la glycolyse, elle est anaérobique, donc c'est fausse. La respiration cellulaire, c'est juste. La voie anaérobie alcoolique, le plus d'énergie fournit de l'énergie. La voie anaérobique alcoolique, la voie aérobie lactique, c'est faux. Pas de réponse juste. Donc, il nous reste la respiration cellulaire et la voie anaérobique alcoolique. Donc, on choisit la respiration cellulaire. Quel est le nom de la protéine qui recouvre l'actine dans le muscle strié? Est-ce la titine, la myosine, la troponine, la tropomyosine ou l'actomyosine? On sait que, au niveau du muscle, les filaments d'actine sont composés de molécules d'actine entourées de tropomyosine et à des places bien précises, on a la troponine. Donc, il est recouvert par la tropomyosine comme réponse C. Quel est le rôle du calcium dans la contraction musculaire? Il active la myosine, il active l'actine, il active la troponine, il active la tropomyosine, il hydrolyse l'ATP. Donc tout le monde sait que le calcium agit au niveau des filaments d'actine, donc il active la troponine pour modifier sa structure afin de laisser apparaître ou démasquer le site de fixation entre actine et myosine. Qu'est-ce qui déclenche la libération de calcium dans les cellules musculaires? La libération d'ATP, l'arrivée d'un potentiel d'action, l'activation de la troponine, la présence de glucose dans le sang ou une excitation infraliminaire. C'est-à-dire au-dessous de seuil d'excitation. Remarquez ici, là on a une synapse, là un bouton synaptique d'une neurone ou d'un neurone. Donc l'arrivée d'un influx nerveux va libérer l'acétylcholine qui va inciter ou exciter la membrane cytoplasmique pour transmettre l'influx nerveux vers le réticulum sarcoplasmique qui va libérer les ions calcium qui vont intervenir sur la troponine pour bien sûr activer la contraction musculaire. Donc comme réponse, déclenche la libération du calcium, c'est l'arrivée du potentiel d'action. Quel est le nom du processus par lequel les cellules musculaires se contractent? Donc réponse très facile. Donc elle ne peut être que la contraction musculaire.
Quel est le nom de la zone où l'actine et la myosine se chevauchent pendant la contraction musculaire? Alors, remarquez encore cette figure. Lors de la contraction, on voit un chevauchement entre l'actine et myosine au niveau de la bande sombre, donc la bande A. Donc pour moi, j'ai obtenu 97,5%. Vous allez calculer le pourcentage de votre réponse juste. Si vous avez, c'est-à-dire le pourcentage compris en 75 et 100, mes félicitations, la réussite vous attend. Si vous avez 50, c'est-à-dire comprise entre 50 et 75, je vous encourage à travailler mieux et à répéter le test, c'est-à-dire entre 25 et 50. Je vous incite à revoir le cours rapidement. Si vous avez moins de 25%, vous devez apprendre de nouveau votre cours avant le jour J. Donc à la prochaine vidéo concernant le résumé et exercice pour la deuxième unité concernant l'information génétique.